Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+. L'accaparement des terres est aujourd'hui la question centrale du développement agricole sur tous les continents. Où la fragilité des sociétés rurales se retrouve exposée aux besoins de quelques gouvernants étrangers de sécuriser leur approvisionnement alimentaire et surtout à l'appétit féroce des investisseurs. L'accaparement du foncier au détriment des populations locales n'est évidemment pas nouveau. Phénomène central pendant la colonisation, il s'est poursuivi et même accru dans les décennies qui ont suivi les indépendances. En Amérique latine, en Asie, en Afrique, les firmes occidentales ont conservé et développé leurs entreprises foncières, en général grâce à la complicité des élus corrompus. Pour évoquer ce sujet, nous avons l'amitié d'accueillir deux grands panafricains. À ma droite, le docteur Hamidine Morta Kane, qui est économiste. Bonjour, docteur Hamidine. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et puis on te remercie de nous avoir invités sur votre plateau. Je vous en prie, ça, toujours comme ça, c'est la chaîne où on invite ceux à qui on ne donne pas la parole ailleurs. Donc vous le savez déjà très bien. Et à ma gauche, j'ai le grand plaisir de recevoir un grand confrère à qui je parle depuis 5 ans et je ne l'avais jamais vu. J'espère que mon réalisateur voit très bien son visage avec son chapeau à la Daniel Wood. C'est Jean-Marie Vitomo. Comment allez-vous? Merci M. Moifo, je suis vraiment très très content de vous rencontrer pour la première fois. Vous pouvez me toucher, hein, c'est moi. Je peux. Et comment dirais-je, je remercie, comment dirais-je, des millions de téléspectateurs que vous avez qui vous regardent. Mine de rien, donc votre émission est relativement bien vue en Afrique. Et surtout le sujet pour lequel nous nous sommes réunis ici, là, qui est un sujet très très important pour moi. Et je vous remercie et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs. Pardon. Alors, docteur Hamidine Kane, c'est par vous que je vais commencer. L'accaparement des terres en Afrique est un phénomène que les médias africains n'évoquent pas. À votre avis, pourquoi ces médias africains ou panafricains n'évoquent pas un thème aussi brûlant? Merci de me redonner la parole. Ils ne l'évoquent pas, les médias africains n'en parlent pas parce que soit c'est des médias qui sont à la solde des gouvernants, soit c'est des médias qui ne sont pas rentrés dans le vif du sujet, ils n'ont pas étudié la problématique. Et ça, c'est quelque chose de dommageable pour le continent, pour les Africains et pour l'ensemble de ceux qui s'intéressent justement à ces problématiques qui sont très 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 dures et qui sont fondamentales pour le développement de notre continent. Parce que les terres, c'est ça, la nourriture. Les terres, c'est elles qui nourrissent. C'est elles qui font vivre, c'est elles qui développent. On ne peut pas développer un pays ou un continent sans que l'agriculture ne soit mise en avant. Alors, en effet, Jean-Marie Vitomo, les événements des années 90, c'est-à-dire l'avènement du multipartisme et tout ce qui a suivi, conférence nationale et tout, donnèrent l'occasion de renforcer ce phénomène-là sur le continent et d'autres événements, entre 2007 et 2008, sont venus les accélérer. Comment expliquer cela? Monsieur Moifo, la problématique foncière est une problématique cruciale en Afrique. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte parce que, elle induit maintenant une autre problématique qui est la problématique agricole. Pour répondre à votre question, à partir des années 90, on nous parle de démocratie en Afrique. Donc quand on tombe sur cette démocratie-là qui est le prolongement, je dirais, de l'esclavage, qui va passer par la mondialisation, la démocratisation des États africains, mais quelque part, nous les Africains, nous ne voyons pas que ce sont des manières différentes de nous coloniser. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir des années 90? Vous avez la démocratisation qui arrive, elle arrive en Afrique, on se dit, il faut démocratiser la société politique. Mais on oublie une chose, c'est que vous avez le sociétal qui est le plus important derrière. Parce que généralement, les problématiques qui se posent à nous en Afrique sont les suivantes, c'est qu'on nous parle de développement. On nous parle de développement, mais on ne voit pas, comment dirais-je, les signes concrets de ce développement-là. Tout simplement pourquoi? Parce que on parle de l'hypothèse que, oui, on va parler des
des grands indicateurs économiques, si vous voulez, que vous connaissez des organisations internationales. Tout à fait. Mais on oublie l'essentiel, c'est le développement de l'Afrique. Parce que quand on parle du développement, moi je dis toujours, la chose suivante, c'est que nous avons ces indicateurs internationaux. Est-ce que ces indicateurs internationaux reflètent la réalité africaine dans notre développement? Très bonne question. Indice de développement humain, qu'est-ce que c'est en Afrique? Point d'interrogation. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu tout d'abord, Dr. Dinkan, les célèbres programmes d'ajustement structurel, en abrégé PAS, PAS, par lesquels le Fonds monétaire international, oui, le Fonds monétaire international imposa au pays, presque déjà étranglé par des dettes extérieures, de réduire drastiquement l'intervention de l'État dans presque tous les secteurs. Est-ce que ce n'était pas fait à dessein pour permettre à ces grandes puissances de mettre la main sur les terres arabes en Afrique? Absolument, c'est mis à dessein et puis on voit que justement avec le programme d'ajustement structurel, les grands pays occidentaux, les grandes institutions financières, que ce soit la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international, ont exigé des Africains qu'ils liquident le public, tout le secteur public. Et ça a été bradé. Ça a été bradé et c'est ça qui a amené encore une paupérisation beaucoup plus grande en Afrique. Et c'est à dessein, comme vous l'avez dit, parce qu'ils veulent mettre la main sur tout qui bouge en Afrique. Ce que j'essaye de comprendre, et je suis sûr que le téléspectateur lambda à la maison et l'enfant du CM devait comprendre, est-ce que ce FMI qui impose ces ajustements structurels aux pays africains n'est pas le bras armé des grandes puissances, appelons le chien par le nom? Mais c'est connu. Bon, il faut le dire. Mais absolument, c'est connu. Non, mais c'est connu, c'est le bras armé, surtout de l'impérialisme occidental, surtout des États-Unis, c'est le bras armé des États-Unis. Parce qu'ils imposent à la tête du FMI ou de la Banque mondiale qui ils veulent. Jamais un Africain n'a été mis au devant de ces institutions. Je l'ai remarqué même à la Banque mondiale. Le premier économiste en chef de la Banque mondiale que j'ai interviewé il y a 4 ans aux États-Unis, Albert Zefak, est le premier Africain économiste en chef de la Banque mondiale. Voilà, donc que ce soit les grands, toujours c'est à dessein, comme je voulais le souligner. Et ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pas seulement dans le domaine des terres, mais aussi c'est dans le domaine minier, dans le domaine des infrastructures. Dans tous les secteurs qui sont des secteurs où justement les Africains doivent se focaliser pour leur développement, on a essayé de démanteler justement ce qui marchait. Cause pour laquelle, dans les années qui ont suivi, c'est une paupérisation totale. Et puis les Africains se sont mis à tour de bras à encore emprunter davantage. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu empruntes davantage, tu vas t'enfoncer davantage et tu seras pieds et poings liés. Et poings liés. Absolument. Pour que les Occidentaux qui nous regardent comprennent ce que les Africains ont vécu, les plans d'ajustement structurel dans les pays africains n'ont rien à envier à ce que le Portugal et la Grèce connaissent aujourd'hui, Jean-Marie Bitomo. Sans moindre mesure. Pourquoi je vous dirais c'est une moindre mesure, M. Morfo? Tout simplement pourquoi? Parce que le Portugal et la Grèce ont atteint un certain niveau de développement. Bon, à côté d'eux, ils ont, comment on dirait, des partenaires qui peuvent les secourir. Je veux revenir sur votre question par rapport à mon... Je vous en prie. Qui est en face concernant les plans d'ajustement structurel. Il y a quelques années, j'avais écrit un article qui concernait, comment dirais-je, les fonctions régaliennes de l'État. C'est-à-dire les 5 fonctions d'Habermas. Donc, quand on arrive là, on arrive en Afrique, on nous dit qu'il faut démanteler tout. Ouais. Où est la santé, où est l'éducation, où est la sécurité, où est... Tout ça, on nous dit non, ça, on n'en parle plus. On suit un modèle qui est le suivant. Vous avez posé une question là tout à l'heure sur les différentes organisations internationales. Le FMI, si vous voulez, avait pour mission, c'est-à-dire de favoriser le développement en Afrique. Mais quand vous regardez aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale, si vous voulez, qui gère-t-il? Il gère la dette des pays. Pourquoi la dette des pays? La dette des pays, c'est la nouvelle forme de colonisation, si vous voulez, dans les États africains. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne à manger, l'accaparement des terres dont vous parlez là, l'accaparement des terres induit quoi? Ça induit, comment dirais-je, un appauvrissement de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre, mais on appauvrit l'Afrique. On appauvrit l'Afrique car voilà. Ceux qui exploitent agricolement les terres rapatrient tout chez eux. Exact.
Et en plus, ils sont subventionnés par leurs États pour... Alors, le rural africain qui n'est pas subventionné, je dis comment? Moi, je vous dirais, monsieur Moifo, c'est même pas par leurs États. Ils sont subventionnés par les institutions internationales qui ont été créées pour favoriser le développement. C'est ce qu'il faut dire clairement. Nous voyons ça, si vous voulez, c'est la réalité sur laquelle nous vivons. Bon, maintenant, quand on rentre à l'intérieur, quand nos États internes prennent des décisions, ces décisions-là, si vous voulez, qu'est-ce qui en est initiateur? Est-ce qu'ils prennent vraiment des décisions, les États? Lorsqu'on leur prend des décisions, on va être poli en disant ça comme ça, on prend eux les décisions. Oui, on prend les décisions à notre place, on les impose à nos dirigeants. Donc, à partir de là, comment voulez-vous que, tant que l'Afrique n'est pas sortie, si vous voulez, de ce système-là, qui est le système suivant, j'ai toujours eu une maxime où je disais que on ne peut pas continuer, si vous voulez, dans ce sens-là, dans la mesure où vous allez me dire que les organisations internationales sont là pour nous développer. Non, parce que, rappelez-vous, De Gaulle avait dit, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc, ce qui fait que l'Africain raisonne, nous les Africains, nous raisonnons comme si c'était des choses qui font partie du passé parce que les individus sont partis. Mais on oublie une chose, c'est que le système est toujours en place et il fonctionne de la même manière. Et quand ça va mal, on réagit comme le texte que vous m'avez envoyé ce matin. Nous sommes le 17 mai 2023. Vous m'avez envoyé un texte ce matin. Quand ça va mal en Afrique, on confie à Dieu. Voilà. On confie à Dieu. Vous pensez que les Chinois ont réussi parce qu'ils sont confiés à Dieu ou les Occidentaux? De toute façon, je pense que pour l'accaparement des terres, on n'a qu'à y revenir, c'est fondamental et c'est maintenant que les décisions les plus importantes doivent être prises par les gouvernants africains. C'est-à-dire, pourquoi maintenant? Parce que maintenant, justement, on voit avec le conflit qui se passe en Ukraine, avec l'opération spéciale russe, on est en train de découvrir que les soubassements, justement, de tout ce conflit, ce sont les terres. Les terres qu'on appelle là-bas Tchernizem, ça veut dire les terres noires ukrainiennes, qui étaient, au temps de l'Union soviétique, l'Ukraine était le grenier à blé de l'Union soviétique. Et maintenant, c'est 3 sociétés américaines qui ont mis la main dessus. Donc, il y a Cargill, il y a DuPont et Nemours, et puis il y a Monsantos. Encore Monsantos? Les 3. Décidément Monsantos. Voilà, qui ont mis la main là-dessus. Donc, ces 3 sociétés, c'est elles qui sont accaparées toutes les terres importantes en Ukraine. Et puis, c'est des terres très fertiles, vous avez vu. Beaucoup ont compris maintenant que l'Ukraine est un grand fournisseur de blé et puis d'huile de colza. Vous voyez? Tout à fait. Donc, c'est les Américains qui ont mis la main dessus. Et puis, le continent africain, c'est le continent qui possède 70% des terres arables dans le monde. Et ils n'arrivent pas à se nourrir. Bizarre. Voilà. Bizarre. Et puis, les Africains ne font qu'importer. Ils prient Dieu. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir, nous devons communiquer, nous devons sensibiliser nos populations et nos gouvernants pour que de bonnes décisions soient prises à l'heure actuelle, pour que ce ne soit pas encore du temps perdu, des énergies perdues et puis un rétro-pédalement du continent. Avant de vous donner la parole, Jean-Marie Vitomo, permettez-moi d'annoncer aux téléspectateurs que si vous ne voyez plus JMTV Plus ouvert demain, sachez que c'est parce que j'aurais été censuré. De plus en plus, je reçois des mises en garde de Google qui me dit que j'ai enfreint telle règle juste parce que j'ai publié des choses qui parlent de la Russie, vous comprenez? Donc là, vous avez dit des vérités sur les terres en Ukraine. Ne soyez pas surpris que je reçoive encore des avertissements. Donc commencez à me frayer un chemin pour être sur l'équivalent de Google russe, pour ne pas être fermé. Voilà, il faut le dire ici, je reçois beaucoup de menaces. Et pour ceux qui ne le savent pas, JMTV+ n'est plus sur YouTube depuis lundi 8 novembre 2021, car censuré. Voilà, il faut bien le savoir. Jamais évitement. Vous voyez à quel point on est foutu, hein? La bataille sera longue et très très rude, monsieur Moifo. Tout simplement pourquoi? Parce que cette problématique dont nous parlons là, comme vient de le dire monsieur Khan, c'est très très important. Il faut que nos dirigeants se rendent compte de ce que c'est que la terre. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est la terre qui est la richesse de ce monde. Ben oui. Quand vous ne pouvez pas aller me parler des minéraux, du pétrole, tout ce que vous voulez, tout ça commence par la terre. Par la terre. Par la terre. Donc, maintenant, les terres africaines, il a donné, si vous voulez, les sociétés qui sont là-dessus. J'ai lu une étude de CEP, qui est le Centre d'études et de perspectives françaises.
où on te dit que l'Afrique a déjà vendu, 20 millions d'hectares, de terrain aux sociétés étrangères. Alors, je vais vous donner quelques chiffres ici. En France-Afrique, cette aubaine permis aux entreprises françaises de rafler la mise. Ainsi, au Cameroun, un exemple, où le groupe français Rougy était déjà maître de centaines de milliers d'hectares de concessions forestières, le groupe Sondia d'Alexandre Vigegrain doubla subitement ses 10 000 hectares de surface cultivable à canne à sucre. La compagnie fruitière de la famille Fabre prit le contrôle de la production de bananes sur une surface qui couvre désormais 4500 hectares, tandis que le groupe Bolloré, mon ancien patron qui n'aimait pas trop ma tête, mettait la main en partenariat avec le Belge Fabry sur une dizaine de milliers d'hectares de concessions de palmiers à huile de la Soca Palme. Vous venez de faire, un petit récit. Oui, un petit récit. C'est très très court ce que vous venez de faire, monsieur Moifo. Regardez que la dynamique, vous l'avez souligné là tout à l'heure, comment est-ce que ça se passe? On donne ces terres-là, aux multinationales. Alors que les Africains, on nous dit qu'on crève de faim. Attendez, Africains, vous allez même trop vite là. Je connais des coins au Cameroun où on ne veut pas voir de Bamileke installer une firme agroalimentaire, mais on les cède aux étrangers. Voilà, si vous voulez, la problématique que nous avons chez nous, qui est la suivante, c'est que on dénie, aux entrepreneurs capables en interne de pouvoir apporter une plus-value. Ça, c'est notre esprit de colonisation qui reste, monsieur Moifo. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, ce que le blanc apporte, c'est meilleur que ce que vous allez apporter à votre frère. Malheureusement, nous sommes encore dans cette dynamique-là. Alors que nous avons tous fait des bancs avec ces gens ici en Europe. Et s'ils étaient aussi bons que cela, ils n'iraient pas en Afrique en plus. Voilà. Donc, ils ne nous ont pas prouvé que nous étions des êtres inférieurs par rapport à eux. Mais malheureusement, si vous voulez, c'est un grand complexe qui existe chez nous en Afrique où quelqu'un préfère aller donner à l'extérieur. Nous savons comment ça se passe avec les rétrocommissions, tout ce qui s'ensuit. Ce ne sont pas des choses qui sont faites parce que la compétitivité est obligatoirement du côté de la personne à qui on attribue, si vous voulez, ces terrains-là. C'est une problématique vraiment très très grave, comme monsieur Kahn le disait tout à l'heure. Moi, de mon point de vue, elle est vraiment d'une gravité tellement cruciale qu'on ne devrait pas, parce que quand quelqu'un qui nous donne à manger, je répéterai ça tout le temps, laissons les théories économiques, les théorèmes, tout ce que nous connaissons. Quand quelqu'un vous donne à manger, monsieur, c'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Tout à fait. Comment sommes-nous incapables de pouvoir comprendre ça? C'est-à-dire que vont devenir l'Afrique s'appauvrit et appauvrie par l'extérieur, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous acceptons ces logiques-là qui sont incompatibles. Qu'est-ce que nous faisons, c'est-à-dire de notre ruralité? Oui, qu'est-ce qu'on fait de la ruralité? Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes? On est là, on nous a... Il y a, comment dirais-je, une dynamique en ce moment qui m'amuse beaucoup. C'est qu'on nous parle de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas quand est-ce que l'intelligence artificielle va nourrir les individus. Moi, mon intelligence dans mon continent, l'Afrique, c'est que nous cultivons, nous faisions des techniques agricoles qui finissent, comment dirais-je, par nourrir toute la population africaine avant d'aller s'attaquer, si vous voulez, à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous apporte... À moins de l'utiliser dans l'agriculture. Oui, nous allons l'utiliser dans l'agriculture à condition de mettre en place des stratégies de développement agricole qui soient adaptées et qui obéissent à nos préoccupations. Jean-Marie Bitomo, vous êtes un peu mauvaise langue. Dans votre pays, on cultive les tracteurs dans le sud. Vous connaissez le coin. L'intelligence artificielle fera le reste. Il y a un endroit où on a planté des tracteurs agricoles là. Au Cameroun, ça pousse depuis quelques années. Vous êtes au courant de ça? Mais il y a des Camerounais qui produisent des tracteurs qui sont beaucoup plus efficaces que les tracteurs importés. Ben voilà. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire que le problème est logé au sommet de nos États. Absolument. S'ils étaient légitimes, est-ce qu'ils se comporteraient ainsi, les dirigeants africains? Il a parlé tout de suite des rétrocommissions. Je crois que les Africains doivent ouvrir les yeux. Maintenant, les rétrocommissions, ça ne sert plus à rien parce qu'on a vu qu'un État qui dépose un certain nombre de fonds dans les banques occidentales
Du jour au lendemain, ces fonds peuvent disparaître. On peut dire que les fonds ne vous appartiennent plus. La Russie en est victime. La Russie plus de 300 milliards. Le Congo voilà, a été victime. Tous les avoirs de Mobutu, même son hôtel en face de la gare de Genève, est resté. Oui, voilà. Donc ça doit ouvrir ici à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Donc ça doit ouvrir les yeux aux Africains, aux dirigeants africains, à ceux qui pillent l'Afrique, les Africains qui pillent leur continent. Les rétrocommissions ou bien mettre l'argent dans les banques occidentales, ça ne sert à rien. Du jour au lendemain, on vous dira que l'argent ne vous appartient plus. Voilà. Donc si vous voulez que le continent aille mieux, que le continent se développe, il faudra penser justement aux Africains. Les Africains n'ont pas besoin de quitter l'Afrique. Les Africaines et les Africains veulent travailler dans leur continent. Ils sont en train de mourir à vouloir traverser l'Atlantique ou bien à vouloir traverser la Méditerranée, alors qu'ils veulent rester chez eux. On est épanoui chez soi. On est épanoui chez soi. Il y a toutes les potentialités pour que l'Afrique s'en sorte. Les Africains ont des bras. Nous avons une dynamique démographique qui est en notre faveur, au détriment des autres continents qui sont en train de vieillir. L'Afrique est en train encore à une jeunesse forte et puissante. Donc c'est cette jeunesse que nous devons utiliser pour les infrastructures, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la santé et tous les autres domaines qui feront que l'Afrique prospère et se développe. Chers téléspectateurs, il est à noter que certaines entreprises sont arrivées dans certains pays africains, ont rasé jusqu'aux tombes pour planter. C'est le cas de l'entreprise d'Isabelle Alexandre Rick. Vous êtes au courant de cela quelque part? Non. La tombe a été rasée, une seule tombe est restée dans ce village, à Soka Palmeka, la tombe était cimentée. Toutes les autres tombes non cimentées ont été rasées. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état d'âme chez ces gens-là. Ils ne respectent même pas vos morts. Ouvrez les yeux. Bon. Alors, liberté du marché agricole contre joug politique, mais la décennie des années 90 a conduit à créer l'OMC. C'était à Marrakech en 94, je crois. Oui, quelque chose comme ça. C'était ça. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui est censée prôner une certaine équité. Oui, le libre-échange, le libre-commerce. Alors, je ne sais même pas à qui adresser la question, mais vous allez répondre à tour de rôle, vous choisissez. Est-ce que l'OMC sert à quelque chose pour les Africains? Je vous dirais, comme toutes les institutions internationales, chacun a sa grille de lecture. Je vous donne ma grille de lecture. L'OMC est l'Organisation mondiale du commerce. Pour que vous commerciez avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une égalité au niveau des échanges. Tout à fait. D'accord. Je veux dire, ce qui est produit en amont. Ouais. Ce n'est pas seulement l'échange en lui-même. Quelles sont les règles qui sont fixées en amont? On va nous dire que c'est l'Organisation mondiale de la santé. Son objectif, c'est quoi? C'est de promouvoir, la liberté commerciale, bien sûr. Mais cette liberté commerciale... Vous avez dit santé, c'était l'OMC, commerce. Organisation mondiale du si commerce. vous touchez la santé, je pense qu'on nous supprime tout de suite parce qu'ils sont très à fleur pour là depuis... Depuis les piqûres. Les deux vont ensemble. Entre l'agriculture, si vous voulez, la santé. Bon, je connais un peu les mécanismes derrière, comment ça fonctionne. Donc, bref. Donc, ce que je vais dire là-dessus, l'OMC a mis des règles qui sont la liberté. Et d'ailleurs, c'est de là où sont partis, là où vous avez commencé l'émission avec nous, les plans d'ajustement structurel. Quelle était leur fonctionnalité? La fonctionnalité des plans d'ajustement structurel dans tous nos États, c'était de démanteler tout ce qui existait. Tout ce qui existait, c'est-à-dire les infrastructures, les écoles et tout ce qui s'ensuit. On a tout démantelé. Donc l'OMC maintenant, quand on arrive au niveau des flux commerciaux internationaux, on se retrouve avec quoi? L'OMC joue exactement le même rôle. D'un côté, vous prenez la liberté du commerce, mais vous regardez pas le développement des populations africaines. Quand vous mettez les règles en place, c'est la libre circulation, d'accord. Mais comme vous savez d'un côté que nous avons les fonds, nous allons imposer ça aux autres parce que nous avons des fonds. Il y a une dynamique que moi j'ai toujours récusée en Afrique, M. Mouafou, est la suivante. Je demande toujours aux acteurs africains, comment pouvons-nous accepter que nous avons la terre dont nous avons parlé tout à l'heure, avec toutes ses fonctionnalités, et tout ce qu'elle peut apporter, à l'individu. Quelqu'un vous amène du papier, il vous pose ça sur la table. On se dit maintenant, ok, on crée une structure, nous créons la structure. Vous dites que comme moi j'apporte du papier, moi je prends 80% si vous voulez de la structure. Ouais. Quel est le travail du papier là-dedans?
Je peux aller, c'est-à-dire point par point, c'est-à-dire les fonds financiers. Maintenant, on tombe sur les fonds technologiques. Vous apportez les technologies, d'accord, ok. On peut fabriquer cette technologie. Voilà. Cette technologie a été fabriquée, mais la terre, on ne peut pas la fabriquer. Voilà, cette terre-là, on ne peut pas la fabriquer. Donc moi, j'ai mis les gens au défi, je leur ai dit que bon, ok, faisons une petite expérience. Mettons le monde pendant un mois, chacun vient en autarcie chez soi. D'accord. C'est une petite expérience. Chacun vient en autarcie chez toi. Vous avez vos billets de banque là-bas. D'accord. Nous avons un notaire en Afrique. Il a donné, comment dire, les statistiques là tout à l'heure. Et on verra, comment dirais-je, qu'est-ce qui a le plus besoin de l'autre. Donc c'est comme ça que nous signons des contrats léonins à longueur de journée. À longueur de journée. Ce n'est même pas ça. Quand vous venez, vous dites que vous avez des fonds. Mais les fonds, la majeure partie des fonds sont donnés par les gouvernements africains et puis les institutions financières africaines. C'est là-bas où ils viennent les mains vides, la majeure partie du temps. Ah oui, la majeure partie. Si vous décortiquez les projets, vous allez voir. Vous dites que les fonds que ces institutions disent apporter à l'Afrique sont les fonds africains. Les multinationales, quand elles viennent, généralement, elles viennent les mains vides. Bon, on va payer le chien par son nom. En attendant que Bolloré me fasse fermer, quand Bolloré va en Afrique, il a quand même des fonds. Mais quand quand il vient... Je le soutiens là-dessus, monsieur Mwafo. Apprenez-moi, parce que je ne sais pas tout. Parce que tout simplement, je vais vous dire, vous avez parlé de monsieur Bolloré tout à l'heure au Cameroun. Allez-y regarder, comment dirais-je, les procédures d'acquisition des sociétés. Les procédés d'acquisition des sociétés, c'est comme si on a mis une société en liquidation. D'accord? On vous demande un franc symbolique. Et le reste, c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont donné des fonds. Ça veut dire que, est-ce que juridiquement, Amélie Mokhtar Kane, ces États pourraient dénoncer ces contrats-là? Justement, moi j'allais en venir. Vous avez posé une très bonne question. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on fait un contrat, quel qu'il soit, vous êtes chez vous, vous êtes au Cameroun, en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Vous faites ça dans la langue que vous désirez, le français en l'occurrence. Mais dans ce contrat, il faudra dire, que ce soit les Américains, parce que les Américains veulent toujours des traductions ou autres dans leur langue. Il faudra dire que c'est le texte qui a été fait à Dakar, à Yaoundé, à Nouakchott, à Conakry et autres, qui fait foi. Qui fait foi, et puis c'est selon vos interprétations. Parce que sinon, les juristes peuvent décortiquer et donner un autre sens au texte. Vous comprenez? Donc, tout ce qui a été fait comme juridique, comme par exemple texte juridique, peut être défait. Tout ce qui a été fait comme texte juridique peut être défait juridiquement. Donc, ça veut dire que quand il y a une privatisation, un autre gouvernement peut venir et défaire ça, nationaliser. Comme le Tchad a essayé de faire ces jours-ci pour son pétrole. Là. Ils peuvent le faire juridiquement, c'est possible. La Mauritanie déjà l'avait fait avec les mines de fer de Mauritanie qui est devenue la SNIM, la Société Nationale Industrielle et Minière. Tous les États africains peuvent revenir sur des décisions qui ont été prises par des gouvernements fantoches précédents et revenir là-dessus pour dire qu'on a nationalisé. C'est possible. Donc c'est seulement, ils sont guidés par la peur. Les gouvernements africains sont guidés par la peur parce qu'on les tient par la barbichette. Parce que généralement c'est par la corruption ou bien par d'autres choses, des non-dits. Vous comprenez? Mais si on te tient par la corruption ou par les petites réunions secrètes là. Mais absolument, mais voilà. Donc, on va pas commencer. Non, mais voilà. Donc parfois les Africains sont dans des sectes. Voilà. Et par là on les tient. Donc, mais sinon, tous les textes juridiques peuvent être défaits, juridiquement. Très bien. Voilà, donc ça, il faudra qu'on sache que rien n'est impossible. Il faudra avoir de la volonté politique et puis un courage aussi. Voilà, c'est tout. Alors, chers téléspectateurs, je vous livre un pan de ces accords-là et nos invités réagiront là-dessus. Ces accords expriment la nécessité de libéraliser. Donc, les accords dont on parle avec ces multinationales et ces pays dits industrialisés et qui font ce qu'ils veulent en Afrique et en Amérique latine et autrefois en Asie. Donc, ces accords expriment la nécessité de libéraliser différents secteurs commerciaux, dont celui de l'agriculture et de l'alimentation. Une situation
catastrophique pour les paysans du monde entier, mis en concurrence les uns avec les autres, quel que soit leur niveau d'équipement. Et les subventions publiques qu'ils reçoivent, au point que de nombreux produits locaux se retrouvent en effet plus chers que les produits importés, comme vous le disiez tout à l'heure, et donc boudés par les consommateurs. Résultat, les 3/4 du quasi-milliard de personnes aujourd'hui sous-alimentées viennent des zones rurales, appauvries par cette compétition criminelle. Oui, criminelle. De quoi largement discréditer l'efficacité de cette politique prônée par l'OMC et les pays dits des droits de l'homme, les pays bien pensants. Jean-Marie Vitremont. Vous mettez le doigt, encore une fois, M. Morfo, sur une problématique qui est unique à la base. Comment voulez-vous mettre en compétition, comment dirais-je, deux acteurs? L'autre, vous lui attachez, comment dirais-je, les bras, vous dites montez sur le ring et tout, et vous allez vous battre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'effectivement, même si à la base, j'ai un potentiel qui est supérieur au vôtre, ou vice-versa, M. Morfo, dès l'instant qu'on m'attache les bras dans le dos, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus aucune compétition. Donc, je voudrais là, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, sortons un peu des théories économiques, on en parle et tout, revenons sur des choses qui parlent, c'est-à-dire à l'Africain moyen. Comment est-ce que vous pouvez compétir avec quelqu'un? On vous dit que oui, on ouvre, comment dirais-je, tout l'espace pour qu'il y ait la compétition entre tout le monde. Est-ce que tous les pays du monde, c'est-à-dire, ont déjà le même... Même quand je prends l'Europe, là, vous avez pris l'exemple là tout à l'heure concernant le Portugal et la Grèce. Est-ce que le Portugal et la Grèce ont exactement le même niveau de vie que les Français ou les Allemands? Non. Donc quand vous mettez ces gens-là en compétition, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné ma réponse de tout à l'heure. C'est que si vous êtes dans un espace qui est déjà construit, nous, nos espaces sont à construire. En effet. Donc, à partir de là, nous partons avec un gap tel que quand l'OMC nous dit que oui, on va venir mettre en place, comment dire, de la compétitivité, ça c'est de la tromperie. Et c'est même, comme vous avez dit là tout à l'heure, c'est criminel. Moi, je peux appeler ça, c'est-à-dire ce sont des crimes contre l'humanité effectués à l'encontre de l'Afrique. Tout simplement, quand on regarde les choses, comment ça se passe, c'est pas possible. Ce qu'on devait développer, et puis là où on devait s'appesantir à l'heure actuelle, c'est la ZLECAf, ça veut dire la zone de libre-échange. Africaine. Absolument, parce que c'est la plus grande zone de libre-échange au monde. Au monde, en effet. Comment fonctionne cette zone de libre-échange aujourd'hui? Bon, elle est encore timide. Elle est timide grâce au président rwandais, je crois que ça a eu... Grâce ou à cause? Oui, bon, grâce aussi, quoi, parce qu'il a incité quand même les États africains, les gouvernants à intégrer. Vous parlez de ce président qui agresse le pays voisin à la solde de bien autre absolument. Et c'est lui qui semble favoriser la zone de libre-échange. Vous y croyez vraiment? Oui, absolument. Ça veut dire qu'il a, au début... Maintenant, on peut quand même parler d'autres choses sur lui, si on regarde de plus près, mais il a incité quand même les Africains à ouvrir cette zone de libre-échange. Parce que cette zone de libre-échange, en principe, si les Africains sont sérieux, ça devrait être le propulseur du développement du continent. Si les Africains sont sérieux, si les dirigeants sont sérieux. Voilà. Vous en connaissez beaucoup sur le continent? Non, je ne connais pas, mais vous voyez, il faudra toujours un début à tout. Les Africains, il faudra les pousser. Nous, les Africains, il faudra nous pousser, malheureusement. Mais c'est à force de sensibilisation, d'information. Parce qu'il y a des réticences. Les réticences, elles viennent d'où? Mais parce que c'est des États qui sont à la solde d'autres États. On leur dit non, c'est pas bon, et ils entendent, justement. Quand on leur explique, quand on les sensibilise, et puis quand on essaie de leur faire comprendre justement les tenants et les aboutissants, là, généralement, il y a une ouverture d'esprit.
Mais beaucoup sont tenus pour que justement qu'ils n'y participent pas. Qui n'y participent pas. Absolument, tout à fait. Reparlons de l'accaparement des terres en Afrique. Je vais vous donner 2 exemples. Ensuite, vous réagirez, Jean-Marie Bitomo, avant et ensuite vous. L'Arabie Saoudite qui a décidé de ne plus produire des céréales sur son territoire depuis 2016. Donc, nous sommes en 2023. Cela nous fait quand même 7 ans que l'Arabie Saoudite ne produit plus de céréales sur son sol. Ceci pour préserver ce qu'il reste de ces nappes d'eau souterraines. Ou encore la Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud ont dès lors pris conscience de la vulnérabilité de son sol également. Et désormais, la Corée du Sud exporte ou bien externalise ses productions également comme l'Arabie Saoudite. Ces 2 pays, ou plus précisément des investisseurs privés de ces pays, se sont alors mis à prendre le contrôle de vastes surfaces de terres arables dans les pays dits éternellement en voie de développement. Amizi Mortakan, l'Arabie Saoudite serait dans votre pays? Vous êtes originaire de Mauritanie, non? Oui, je suis mauritanien. Est-ce que l'Arabie Saoudite ne serait pas dans votre pays, là? Absolument. C'est ce que j'avais lu. Dans le sud mauritanien. C'est bien ce que j'avais lu. Absolument, dans le sud Où mauritanien. on ostracise les Noirs, on arrache leur terre pour les confier aux Arabes. Et puis, ce n'est même pas ça. Les Mauritaniens n'arrivent pas à se nourrir. Nous sommes combien de millions? Nous sommes 4,5 millions. Avec un territoire 2 fois plus grand que la France, ça veut dire on a 1 million 30 000 km². Les Mauritaniens ne se nourrissent pas, n'arrivent pas, on importe. On importe. 80% de la population mauritanienne est paupérisée. Ça, c'est la réalité des choses. Attendez, je vais vous dire. Oui, s'il vous plaît. Et l'Arabie Saoudite, par ses fonds, par ses fonds importants, justement, avait créé une société qui était dirigée par un Soudanais. Justement, c'était pour prendre des terres un peu partout, surtout en Afrique. Et puis, ce n'est pas le seul pays, ce n'est pas seulement l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, le Koweït, Bahreïn, tous ces pays du Golfe cherchent des terres, et particulièrement en Afrique. Ils cherchent ailleurs aussi, ça veut dire dans des pays d'Asie, et puis dans des pays d'Amérique latine, mais principalement, mais l'Afrique, c'est la porte à côté. Ouais. Parce que l'Afrique, avec l'Arabie Saoudite, c'est par la mer Rouge, c'est à 0 mètre. En face de l'Érythrée, en face de l'Érythrée, vous traversez par des bateaux. Djibouti, voilà, vous comprenez. Donc c'est justement ça. Ils cherchaient justement à prendre des terres, et puis quand ces investisseurs viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent, ils prennent des terres. Vous avez parlé maintenant des cimetières et autres là. Ils viennent, ils encerclent des villages, les villages ne peuvent plus sortir. Il n'y a qu'une seule route de sortie. Les troupeaux qui étaient à côté, parce que moi je suis Peul, donc les troupeaux ne peuvent plus aller s'abreuver. Ouais. Les troupeaux ne peuvent plus aller, par exemple, dans les rivières, au fleuve, s'abreuver. Ils vous appauvrissent sous vos yeux, en fait. Mais ils vous rendent esclaves, c'est pas profit. Ils vous rendent esclaves, vous comprenez? Et puis, pour l'accaparement de terre, quand on parle de terre, on l'a dit à maintes reprises depuis 13 ans, on le répète dans les médias, quand on vient, pas seulement les terres, mais ils prennent l'eau. L'eau, c'est un élément fondamental. Sans eau, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc l'eau est prise aussi. Ça veut dire l'eau, on la puise, on ne paye rien du tout. On vient, on fait des nappes, on prend des nappes dans des nappes phréatiques, on creuse et on prend l'eau. Tout ça devait être canalisé, on devait payer. Vous prenez, on vous loue des terres. Pas des locations à 100 ans comme l'avait fait la Corée avec Madagascar. C'est ceux qui avaient enlevé justement le président malgache. Le coup d'État, c'était dû à ça. Mar Ravalomanana, c'était lui Oui, Ravalomanana, voilà. C'est Daewoo qui était venu acheter des terres, 1 million, je crois, d'hectares pour 100 ans. Pour 100 ans. Vous vous rendez compte? Quand vous faites des projets pareils, il faudra pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, pas plus. Pas plus. Et puis dire que ce sont des contrats qu'il faudra réviser au fur et à mesure. Vous comprenez? Et où c'est sud-coréen. Hein? Sud-coréen, absolument. Tout à fait. Daewoo, le grand conglomérat sud-coréen, ils sont venus 1 million d'hectares à Madagascar. Vous vous rendez compte? Et puis pour 100 ans. Ça veut dire que ces terres-là, justement, cause pour laquelle vous aviez parlé tout de suite du droit, c'est fondamental. Il faudra que les Africains sachent... Le droit international qui est toujours en leur faveur. Éternellement en leur faveur. Oui, mais le droit international, ça veut dire la juridiction de votre pays.
On peut privatiser, vendre quelqu'un, dire que vous en avez pour 100 ans. Un autre gouvernement vient pour défaire tout, pour dire que c'est nul et non avenu. C'est nul et non avenu. Et puis ça, aucun autre pays ne peut, avec sa puissance militaire ou industrielle ou économique, venir dire autre chose. Ça, c'est la loi. C'est ce qu'on appelle, ce que M. Khan dit, la souveraineté des États est rattachée à ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous le savons tous, nous avons des dirigeants politiques, mais nous savons très, très bien que derrière, vous avez des firmes nationales qui sont là pour leurs intérêts. Les firmes internationales multinationales, je vais dire multinationales. Moi, à commencer même par les États, pour moi c'est multinational. Quand vous allez aux États-Unis, comment sont financées les campagnes électorales aux États-Unis? Ah, d'accord. Voilà. Les multinationales mettent l'argent sur la table. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que mon cher ami Khan a exprimé tout à l'heure, si vous voulez, la joie par rapport à la zone de libre-échange économique africaine. J'étais comme lui au départ, mais après avoir réfléchi, comme je suis parti du postulat suivant, c'est que quand vous mettez deux concurrents, comment dire, sur un ring, et que vous attachez les bras à l'autre, cette zone économique africaine-là, ça va être pour les produits occidentaux. Mais c'est ce que je crains bien, parce que si M. Kagame impulse cela aujourd'hui, vu le rôle de Kagame dans la sous-région pour une certaine grande puissance, franchement, permettez-moi d'en douter. Monsieur Moifo, oui. je vais dans votre sens. Laissez-moi un peu chuter là-dessus. Quand vous créez une zone de libre-échange, c'est encore pour une fois, comment dirais-je, esclavagiser encore plus les Africains. Tout simplement pourquoi, vous avez pas, on est sur l'accaparement des terres, hein. Je ne suis pas sorti du sujet. On y est toujours, oui. Je ne suis pas sorti du sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos produits, ces firmes-là, à terme, nos produits, nous allons les acheter encore plus cher que nous les achetons aujourd'hui. Parce que comme on n'a pas de concurrence en face, on a ouvert les zones, les flux, toute l'Afrique, c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous pouvez circuler comme vous voulez. On le constate déjà. La PAC ici, là, comment dirais-je, en Europe, meurt de quoi? Politique agricole commune. D'accord. Donc, voilà. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer chez nous en Afrique? Ça va être la libre circulation des échanges. Vous n'aurez plus de frontières. Donc, dans ces frontières-là, quels sont les produits qui circuleront le plus? Est-ce que ce sont les produits qui seront faits par les Africains, fabriqués par les Africains, élaborés par les Africains? Je ne pense pas. Dans cette zone de libre-échange, on risque d'ouvrir une espèce de casino. Un marché sans règles. Mais on nous fait croire derrière qu'il y a des règles qui régissent ce marché-là. Mais si, à la base, les règles sont iniques, monsieur Moifo, quel est l'équilibre? Quelle est la compétition? Non, écoutez, non, ça veut dire que, vous voyez, ça veut dire quand on a une organisation qu'on crée, il faudra quand même savoir où est-ce qu'on veut aller. Vous comprenez? C'est aux Africains, mais c'est aux Africains d'imposer leurs règles. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire seulement qu'on va vivre en autarcie. Les Africains, quand ils font la zone de libre-échange, il faudra qu'il y ait des conditionnalités. C'est aux Africains d'imposer des conditionnalités. Je ne veux pas qu'on vive en autarcie. Oui, voilà. Non, attends. Il faut qu'il y ait des conditionnalités. Il y a certains États qui sont justement pour que des règles dures soient appliquées dans cette zone de libre-échange. Connaissez-vous Marcus Garvey? Mais bon, qu'est-ce qu'il reprochait à sa communauté? La non-organisation. Vous connaissez un seul pays en Afrique noire qui est organisé aujourd'hui? Oui, mais on ne peut pas vivre sur seulement ça. Ça veut dire qu'il faudra ouvrir les esprits. Moi, c'est justement la cause pour laquelle je sensibilise. Parce qu'il faudra ouvrir les esprits. Et puis, nous avons des juristes. Nous avons de très bons juristes. Ah oui, il y a de très bons juristes. Jean-Marie Bitomo, est-ce que vous comprenez pourquoi il y a un juriste au Cameroun que tout le monde combat depuis quelques années? Est-ce que vous comprenez? Non, vous savez, ça c'est, comment dirais-je, un juriste, tout le monde combat. Si vous voulez, la loi, la théorie, là, je ne peux pas vous suivre là-dessus, monsieur Moifo, tout simplement pour moi, parce que la loi, si vous voulez, elle est valable pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est, c'est-à-dire que quand une loi est votée, c'est la représentation du peuple. Et dans son application, cette application-là doit être équilibrée. Le simple juriste dont vous me parlez, je vois très très bien.
Vous suivez mon regard. Je suis très très bien votre regard. Bon, j'avais eu une réaction, si vous voulez, le jour où ces événements-là s'étaient passés, mais je ne veux pas revenir dessus. Ne revenons pas dessus, restons sur l'accaparement des terres. Revenons sur l'accaparement des terres. Donc, dans notre accaparement des terres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. Je suis d'accord avec M. Khan quand M. Khan dit que les contrats sont révisables. Ces contrats-là sont révisables. Mais moi, j'insiste toujours sur une chose, c'est que avons-nous les moyens? Pour l'instant, il y a la volonté politique qui manque. Nous l'avons, tous les Africains le répètent, il y a une volonté politique qui manque. Quand vous faites une émission comme celle-ci, M. Wafou, je sais que c'est pour aller titiller, dire qu'il n'y a pas de volonté en face. Vous savez ce qui va se passer? Au lieu de m'écouter, ils vont plutôt m'ostraciser et tendre des pièges pour m'assassiner. Voilà. Malheureusement. C'est comme ça, si vous voulez, la construction se fait étape par étape en regardant quels sont mes intérêts, qu'est-ce que je défends comme intérêt. Là, je suis d'accord avec mon cher ami en face quand il dit qu'il faut construire. Je ne dis pas que nous vivons, comment dire, en autarcie. Non, ce n'est pas prôner l'autarcie. Il faut commencer quelque part. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des règles équilibrées à la base dont nous sommes. Je me suis toujours plaint, si vous voulez, tout à l'heure, c'est moi qui vous ai parlé, j'ai essayé d'aborder un peu les contrats, Léonin là tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un qui vous impose que, bon, moi je prends 80% de ce qu'il y a chez vous et moi je prends 20%, effectivement, là je le rejoins. S'il y a des gens qui disent que, bon, ok, on signe, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre souveraineté n'est même plus respectée. Donc, dans l'accaparement des terres, c'est la même logique. Monsieur Moifo, il va falloir maintenant que nous nous battons, c'est là où je suis d'accord avec Monsieur Khan, c'est-à-dire à faire imposer nos points de vue. Docteur Amidine Khan, la paupérisation des populations rurales en Afrique aujourd'hui, et on se rend compte que je bafoue un peu, cette paupérisation de la population rurale n'est pas la même en zone urbaine. Les dirigeants font tout pour que ceux qui vivent dans les grandes villes puissent se nourrir avec cette alimentation venue de l'extérieur. Avec les changements géopolitiques aujourd'hui, avec la vie chère, de plus en plus chère, est-ce que nous ne sommes pas en train de courir vers une catastrophe dans la mesure où les populations urbaines risquent d'avoir faim et faire vaciller les régimes qui travaillent pour l'Occident? Oui, mais bon, de toute façon, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, c'est même dans les pays occidentaux. Je crois que les régimes sont en train de vaciller. Parce vous voyez l'inflation. Ouais. Qu'est-ce qui a imaginé un jour que c'était des régimes faibles? Parce que l'écrasante majorité de ce qui était produit ou de ce qui était consommé venait de l'étranger. Principalement avec la guerre dans laquelle nous assistons, qui est en train de bouleverser les relations internationales. On est en train de voir que beaucoup de choses venaient en fait des pays de l'Est, surtout de la Russie et de l'Ukraine. Donc vous voyez maintenant l'inflation dans toute l'Europe. Aux États-Unis, on n'en parle même pas. Dans le monde entier, dans le monde entier. Oui, mais ici déjà, parce qu'ici on parlait, on disait, oui, parce qu'ici on disait que non, ça va, c'est seulement les pays pauvres. Mais on se rend compte qu'ici, d'ailleurs, l'inflation n'est pas dite convenablement. On parle de 5, 10, 15%, mais c'est plus. C'est plus, beaucoup plus. Oui. C'est 30%. Vous comprenez? Je file une information avant de l'oublier, chers téléspectateurs. Sachez qu'aux États-Unis, où on bavaros gargaise sur ça, la dette américaine détenue par la Chine est de minimum 10 000 milliards de dollars. Voilà. Je parle sur votre compte. Voilà. Donc, absolument, tout à fait. Bon, donc, sont des pays hyper endettés. Et puis, donc, l'inflation en Afrique, on n'en parle même pas. Comme vous l'avez dit, effectivement, certains pays peuvent vaciller. Parce que les populations urbaines, maintenant, vont se rendre compte que rien n'est produit dans nos pays. Rien n'est produit. Tout nous vient de l'étranger. Pourtant, on a 70% des terres. C'est là où nous avons un avantage comparatif indéniable à exploiter, comme vous le dites. Absolument, tout à fait. Et puis, justement, l'Afrique doit maintenant se ressaisir. On est en train de... C'est un livre d'histoire qui est ouvert à tout le monde. Il y a le livre d'histoire qui est ouvert à tout le monde. Ce qui se passe maintenant, c'est un livre d'histoire qui est ouvert. Donc, il ne faudra pas qu'on rate un seul instant ce qui se passe. Vous me permettrez ici de féliciter les jeunes Africains qui aujourd'hui transforment
du manioc pour obtenir de la farine, de féliciter ceux qui transforment le maïs pour en faire de la farine, les ignames et tout. J'avais déjà vu ça au Ghana il y a 15 ans, ils étaient dans l'avance par rapport aux autres. Et sachez, pour une autre information, ça va choquer ceux qui sont dans le Maghreb, mais le journaliste doit apporter l'information. Le couscous que vous mangez au Maroc et en Algérie vient en grande partie, 72% provient du Canada. Voyez-vous. Pourquoi ne pas le faire en Afrique? Voilà. Absolument, tout à fait. Et puis, se dire que les Africains ont un livre d'histoire qui est ouvert à leurs yeux. Il faudra qu'ils se ressaisissent. Et les gouvernements, il faudra que ces gouvernants se ressaisissent. Les présidents, les chefs d'État, les premiers ministres. Ça veut dire que l'Afrique, c'est l'heure de vérité pour le monde entier. C'est l'heure de vérité parce qu'on est en train de voir un basculement global qui est en train de s'opérer. Et puis, l'Afrique doit jouer justement dans la cour des grands. L'Afrique doit jouer dans la cour des grands, pas seulement dans les mines et dans d'autres ressources, mais surtout dans l'agriculture. Tout à fait. L'agriculture est fondamentale pour le développement d'un pays, du continent. Et nous avons besoin justement qu'il y ait une surveillance, une organisation, une méthode des gouvernants africains pour un réveil global du continent. Je vais vous lire le fruit de mes recherches et vous faire réagir là-dessus. Quelqu'un me dit que cette logique, les paysans, eux, sont trop isolés et éparpillés. Ils crèvent en silence. En somme, peu importe que le peuple soit dans la misère, le seul souci de bien des despotes consiste à maintenir l'accès au minimum vital pour les populations urbaines, comme je vous le dis il y a peu, afin d'acheter la paix sociale. Mais cette logique peut tenir tant que les causes agricoles restent bas et stables. Le problème, c'est que la libéralisation des marchés agricoles, caractérisée par de faibles variations de demande et de soubresauts importants de l'offre, entre parenthèses, accidents climatiques, problèmes politiques, comme c'est le cas en ce moment, entraîne structurellement de l'instabilité. Les coûts sur le marché mondial peuvent subitement augmenter, comme c'est le cas en ce moment, et se traduire par une augmentation brutale des prix des produits importés, déclenchant la colère des populations urbaines. C'est ce qui s'est passé en 2007-2008 dans pas mal de pays, où la flambée des prix des matières premières agricoles entraîna des émeutes de la faim, de l'Égypte au Burkina Faso, en passant par les pays d'Amérique latine. Ça résume très bien ce que vous disiez tout à l'heure, Dr Mizine Khan. Hein? C'est ça les conséquences qui guettent bon nombre de pays, pas qu'africains. Car aujourd'hui en France, on est au bord de la rupture. Hein? Bruno Le Maire a convoqué pas mal de négociants ces jours-ci, leur demandant de se remettre sur la table des négociations. Ouais, tout à fait. Vers quoi s'achemine-t-on là pour le cas de la France spécifiquement et du monde ensuite, Jean-Marie Vito? Le cas de la France, vers lequel nous nous acheminons, c'est un cas d'un pays où la France est beaucoup, comme la plupart des États occidentaux d'ailleurs, c'est beaucoup désindustrialisé. Donc vous avez parlé là tout à l'heure, si vous voulez, de la dette américaine vis-à-vis de la Chine. Il y a une relation, si vous voulez, là-dessus. Les gens, quand on fait de la géopolitique internationale, il faut savoir lire ces grandes tendances-là. Donc aujourd'hui, la France est désindustrialisée. On s'aperçoit, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas cette suffisance là, qui avait été prônée par le même personnage dont vous venez de me parler là. C'est-à-dire qu'il avait dit que l'espace de quelques... Ils allaient prévenir que ça va, ça allait l'économie d'un pays là. C'est-à-dire là, vous nous avez parlé de structure, c'est ça qui est important. Vous m'avez sorti un mot là qui est très très important dans notre discussion, c'est les structures de l'économie. Quelles sont-elles? Donc vous vous levez, vous ne faites pas une analyse de vos structures économiques. Et vous vous dites, et c'est ce qui nous arrive régulièrement, c'est-à-dire en Afrique, on vient, on nous pose de l'argent, mais on nous dit comment nous, on va utiliser cet argent-là. Ça ne met pas en priorité, comment on dirait, nos préoccupations. Ça met en priorité les préoccupations exogènes. Qu'est-ce qu'on va en tirer?
Exogènes et surtout occidentaux, il faut bien préciser. Occidental, oui, je suis d'accord avec toi par rapport aux préoccupations occidentales, à savoir qu'il faut qu'on en tire le maximum de plus-value. Mais maintenant, nos populations bénéficient de quoi là-dedans? De quoi là-dedans? Rien du tout, tout simplement. Pourquoi? Parce que nos avantages comparatifs et compétitifs que nous pouvons avoir sur les marchés sont ratiboisés, comment dirais-je, par des règlements qui nous mettent, comment dirais-je, la chaîne aux pieds dès le départ. C'est toujours l'histoire de la chaîne aux pieds du boxeur là. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer en compétition avec les gens. C'est la raison pour laquelle je suis, mon cher collègue, depuis tout à l'heure, il répète une chose, à savoir qu'un État est capable de... Un État est capable de faire des choses par rapport à quoi? Par rapport à sa souveraineté, à son intégrité territoriale. Mais malheureusement, quand vous regardez, ces choses-là ne sont pas respectées. Quand vous nous parlez de la France, qu'est-ce qui va arriver en France? La France va subir, comment dirais-je, comme tout le monde. Bon, maintenant, on essaye de faire... Bon, il y a le mouvement, le balancier est parti d'un côté. On a vu ce que la Chine est devenue. On pleure maintenant aux États-Unis, il faut réindustrialiser aux États-Unis. On pleure en Europe, il faut réindustrialiser. Bon, maintenant, il nous a bien parlé, comment dirais du marché du blé au niveau international. C'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de là, c'est la raison pour laquelle je me dis, nous avons nos problématiques. Ça nous ramène, c'est-à-dire la fameuse guerre dont tu parlais tout à l'heure. Nous avons nos problématiques qui sont propres aux Africains. Nous n'avons pas. Je vous ai lancé sur le devenir de la France, car nous sommes en France. Ensuite, Dr Midine Kane, je le lancerai sur le devenir de l'Afrique. Comment l'Afrique va tirer son épingle de ce jeu-là? Le devenir de la France, comme je vous le disais, si la France elle ne se réindustrialise pas, qu'est-ce qu'on a? Même si elle se réindustrialisait, je veux dire, maintenant, si on va appeler un chat, comme vous dites, un chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'oublions pas le mouvement, qui est un mouvement général de l'Afrique vis-à-vis de la France. Si vous voulez qu'on dise des choses, qu'on les pose sur la table. Vous parlez du sentiment anti-français cher à Emmanuel Macron. Voilà. Donc, à partir de là, quand nous parlons des choses, M. Moifo, il s'agit de regarder sur le long terme. Et non pas seulement être là, c'est-à-dire faire du factuel, commenter l'actualité. Non, c'est pas, ça nous apporte, surtout pour notre continent, ça n'apporte pas grand-chose. De mon point de vue. Hein. Je vous comprends bien, voilà pourquoi je vous pose cette question, car dans un rapport du Sénat français daté de l'année 2013, le titre de ce rapport que j'ai commenté sur ce plateau avec Bernard Braga, ancien conseiller technique de Mars Gallo, ancien maire de Courcouronne, l'homme qui a fait tomber Jacques Médecin dans la mafia du Var. Le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Donc voilà pourquoi je vous demande à vous, Jean-Marie Vitoro, qui est aussi journaliste, de me dire comment est-ce que la France va s'en sortir dans ce marasme. Et ensuite, Dr Midine Kane nous expliquera comment l'Afrique va tirer son épingle du jeu. Je pinaille là-dessus. Comment dirais-je, c'est une problématique qui est très difficile, comment dirais-je, à imaginer. Mais selon ma lecture est la suivante, c'est que la France, même si la France se réindustrialise, faisons un peu de la géopolitique. Bon, maintenant, on a le fameux sentiment dont vous avez parlé tout à l'heure. Ah, c'est lui le président républicain. Donc il faudrait maintenant, comment dirais-je, poser les choses d'une certaine manière, à savoir essayer d'équilibrer les échanges. Et si vous les équilibrez, bon, vous comprenez ce que je veux dire, M. Moifo? Si vous équilibrez ces échanges-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire maintenant que, d'un côté, vous remettez la balle au centre. Et quand vous remettez la balle au centre, qui est-ce qui prend le plus chez l'autre? Point d'interrogation. Je pense qu'ils ne vont pas beaucoup aimer cette émission auquel on s'est à l'Élysée. Non, on se dit les choses. Moi, je n'invente rien, hein. Je lis les faits. Oui, d'accord? Nous disons les faits. Je ne me suis pas caché que j'ai écrit une théorie, comment dirais-je, à l'encontre de tel ou tel. J'essaie de... Vous nous avez invité ici, là, M. Moifo, c'est pour que nous analysons les faits. On essaie de les commenter. On n'invente pas, nous philosophons pas ici. Nous prenons les faits et chacun, c'est-à-dire, donne son point de vue là-dessus. Nous faisons une analyse de ces faits-là. Donc à partir de là, j'espère bien, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on ne va pas vous fermer parce que, bon, on commande les faits, nous n'inventons rien du tout. Ils ont créé Internet qui est leur diable. Ils ne nous veulent pas, nous les journalistes originaires d'Afrique, sur les grosses chaînes françaises. Je ne vous apprends rien. Lorsque vous voyez un noir à la télévision française, il est forcément originaire des Antilles. Il est extrêmement rare de voir un noir sur ces grosses chaînes françaises originaires d'Afrique. Parce que nous en savons un peu trop sur la France-Afrique, vous et moi. C'est une réalité. Docteur Midine Kane, vous qui êtes économiste,
comment est-ce que les pays africains doivent procéder pour tirer positivement leur épingle de ce grand enjeu mondial? Bon, donc il faudra poser déjà des axiomes. Dire, est-ce que l'Afrique veut se développer? Est-ce que l'Afrique est prête au développement? Est-ce que l'Afrique veut regarder le monde en face? Effectivement, les Africains veulent se développer. Les Africains veulent regarder le monde en face. La jeunesse africaine, les femmes et les hommes qui la composent, qui composent ce continent, veulent aller de l'avant, veulent ne plus dépendre de personne. Ça, c'est tous les Africains sont unanimes là-dessus. Et ce qu'il faut éviter avant tout pour qu'on accède à cet axiome, c'est d'éviter les guerres. Vous avez vu déjà, je vois le cas au Soudan. Voilà, je vais en venir. On avait vu ce qu'ils voulaient faire au Biafra. Heureusement que ça a échoué. 1967-1970, voilà, avec le soutien d'Omar Bongo et de Houphouët-Boigny qui mettaient le feu en dessous. Exactement. Donc on va saluer le président Idjo qui avait refusé de... Voilà. Le Cameroun, c'est un grand pays. Hein. Ça, il faut le reconnaître. C'est un grand... Oui, attendez. Monsieur Paul bien va être content. Non, c'est un grand pays. Et puis, il y a beaucoup de potentialités au Cameroun. Donc, le Nigeria, ça a échoué. Vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé il y a quelques années en Libye. Le Libye est défait. Il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Voilà. Donc ils ont tenté pour l'Éthiopie avec les Tigréens. Ouais. Parce que ça, il faudra le dire, il faudra aussi insister là-dessus. Les grands États en Afrique ne doivent pas exister. Pour eux, ne doivent pas exister. Ils ont heureusement que les forces armées éthiopiennes ont réussi à mater les Tigréens. Parce que toute velléité qui cherche à faire de micro-États en Afrique, nous on cherche à globaliser, à rendre justement l'Afrique unie. À devenir un seul continent où il n'y a pas de petits États. Les micro-États de 40, 50, 60, 70 millions, 100 millions ne serviront à rien, ne pourront jamais se développer. Jamais. On parle d'une capacité globale de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards 500 millions pour pouvoir affronter les autres continents. Hein? Le continent africain, c'est un énorme continent, plus de 30 millions de kilomètres carrés. Nous sommes à 1 milliard 300 millions d'habitants. L'Inde qui fait 3 millions de kilomètres carrés est à 1 milliard 450 millions, 500 millions déjà, qui dépasse maintenant la Chine depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, depuis ce mois-ci, oui. Voilà. Donc, et puis la Chine, avec ses 9 millions de kilomètres carrés, est 1 milliard 350 millions. Nous sommes 30 millions plus de 30 millions de kilomètres carrés, nous sommes 1 milliard. Donc l'Afrique à elle seule peut encore, comme l'a dit le rapport de la Banque mondiale, l'Afrique à elle seule peut nourrir 9 milliards d'habitants. 9 milliards d'habitants, l'Afrique. Donc peut nourrir les Africains qui seront dans les années 2050 2 milliards 500 millions, peut nourrir le reste des autres continents. Vous voyez, avec les terres arabes, avec l'eau, avec les ressources. Ça on le sait, docteur Hamidine Kane. Mais je demande, que doivent faire les dirigeants africains, ou du moins ceux qu'on croit... voilà, ce que justement j'allais en venir. Les dirigeants. Oui, ce que j'allais en venir justement, c'est avoir un esprit patriotique, un esprit panafricain. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Je vous ai dit tout de suite que le livre d'histoire est ouvert. L'agriculture, c'est fondamental pour le développement d'un continent. Il ne faut plus brader les terres africaines. Vous l'avez dit à M. Dorman Ouattara, à M. Paul Biya, tout ça? Ils le savent, ils ont reçu. Vous l'avez dit à Ali Bongo qui a vendu des terres qui appartenaient à la Guinée équatoriale, mais ça quel problème là? Voilà, donc, mais ils le savent parce que de toute façon, si ça continue comme ça, ils seront tous défaits. La dynamique est avec la jeunesse africaine. Tout pays ou tout chef d'État qui continue à brader ses terres sera défait et justement cette défection sera abominable pour ses dirigeants.
Parce qu'on est en train de se rendre compte qu'un continent aussi vaste que l'Afrique, qui n'arrive pas à se nourrir, qui dépense plus de 100 milliards de dollars par an pour la nourriture qui vient de l'extérieur. 100 milliards de dollars l'Afrique dépense chaque année pour des nourritures qui viennent de l'extérieur. Et puis c'est des nourritures qui ne sont pas bonnes pour la santé. Qui ne sont pas adaptées pour l'Afrique. Mais oui, parce que nous, même le blé dont on parle là, les Africains n'ont pas besoin de blé. On n'a pas besoin de blé. Nous, on a le sorgho, on a le mil, on a le millet. Et puis c'est ça qui est bon pour la constitution africaine. Notre organisme a besoin justement de nos éléments. Mais nous, on importe des choses qui ne valent rien et qui nous rendent plus malades. On a même érigé du riz comme étant la nourriture traditionnelle des Africains. Non, je dis c'est faux. Mais non. C'est faux. Le riz a été imposé par les Occidentaux pour vous détourner de votre alimentation de base qui est le mil, le sorgho. Le sorgho, le millet, c'est ça notre aliment traditionnel de base. Ah oui, et puis ça, il faudra que les Africains le sachent. Et puis le pain, on peut en faire avec des ignames, on peut en faire avec du mil, du millet, avec du maïs, avec des patates, avec de la patate. Tout à l'heure. Ben oui, voilà, avec de la patate, on peut faire du pain, du très bon pain. Le pain de Kumba que vous mangez au Cameroun, c'est la farine de patate, et ce pain est meilleur que le pain. Donc les Africains n'ont pas besoin de s'apesantir sur le blé, non. Et puis le blé dont on parle pour faire le couscous là, le couscous, ça vient du Mali. Le couscous vient du Mali. C'est les esclaves qui ont été pris par les troupes marocaines qui ont envahi le Mali. Lorsqu'on les a ramenés au Maroc, c'est eux qui ont amené justement ce couscous qui était fait à base de mil. Vous comprenez? Le couscous, ça veut dire grain de sable en sorail. Grain de sable. Vous comprenez? Donc, mais d'ailleurs, vous voyez... C'est le plat préféré des Français. Ils vont tomber à la renverse en entendant ça. Mais d'ailleurs, le couscous africain est fait à base de mil. De mil, oui. De mil, vous comprenez? Donc, il ne faudra pas que les Africains s'appesantissent sur le blé. Le blé n'est pas fondamental pour l'Afrique. Le mil, le millet, le sorgho sont là pour notre nourriture. Et puis, c'est ça qui était à la base de notre nourriture traditionnelle pour les organismes africains. Et c'est adapté à notre constitution. Donc ça, constitution physique, je veux dire, c'est pas constitution juridique, constitution physique. Donc il faudra retourner aux sources et c'est important. Je crois que, comme vous l'avez demandé tout de suite, c'est une volonté politique. Il ne faut plus brader les terres, il ne faut plus les brader au détriment des Africains. Les Africains ont besoin de leurs terres pour demain, pour les 2,5 milliards dont les Occidentaux fabulent qu'ils ont peur. Et je veux dire encore un autre mot, il faudra que les Africains se ressaisissent, n'essayent pas de copier ou bien d'entendre les programmations justement sur les naissances. L'Afrique a besoin de puissance, de population. On peut aller jusqu'à 5-7 milliards d'habitants. Rien qu'en Afrique, oui, 30 millions de kilomètres carrés. Absolument, on peut y aller. Donc les Africains, n'écoutez pas les planificateurs qui viennent vous dire il faut avoir 1 ou 2 enfants. Faites-en le maximum possible. C'est ça qui va faire la puissance de l'Afrique. Voyez-vous maintenant la Chine, l'Inde, c'est ça qui fait leur puissance. Tout à fait. Pas autre chose, mais ceux qui viennent vous rabâcher les têtes pour vous dire qu'il faudra faire la planification familiale, ne rentrez pas là-dedans. Nous tirons vers la fin. Jean-Marie Bitton, est-ce qu'il ne serait pas bien que dans chaque pays africain, qu'on permette à tout Africain venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de s'installer et de faire de l'agriculture? Est-ce que ce n'est pas ça qui sauvera l'Afrique? C'est ça qui... Et ça dépend de ce que vous mettez derrière ça, M. Mouafou. Je veux vous dire, on ne peut pas... Nous sommes tous des Africains. Donc, dans les pays africains, normalement, chaque Africain devrait avoir un passeport, c'est-à-dire moi, je militerai là-dessus, c'est-à-dire devrait avoir un passeport, comment dirais-je, africain, pour aller dans les logiques que M. Khan pose sur la table. Donc, dès l'instant, vous m'avez déjà posé la question, M. Mouafou, elle revient, si vous voulez, sous une autre forme. Vous m'avez posé la question là tout à l'heure de savoir, est-ce qu'il n'est pas, comment dirais-je, avantageux de laisser un autochtone qu'on lui donne les terres qu'on donne à une compagnie étrangère? Oui, c'est une réalité. Donc, votre questionnement, c'est-à-dire c'est un questionnement qui va à la base. Il ne s'agit pas tout simplement... Là, nous parlons de l'accaparement des terres au niveau des firmes internationales ou multinationales, comme vous voulez.
Maintenant, quand on rentre maintenant, c'est-à-dire la problématique que vous voulez mettre sur la table, c'est d'une autre dimension. C'est pas la même dimension. C'est pas la Tout même simplement dimension, pourquoi j'en suis bien conscient. Parce que nous nous retrouvons, si vous voulez, avec un foncier interne qui appartient à nos aïeux. Communautaire. Qui est communautaire. Donc là-dessus, si vous voulez venir me greffer la logique capitaliste là-dessus, de dire que oui, il faut qu'on suive les lois du marché, parce que là, vous me ramenez sur une logique que vous-même, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Qu'on suive les lois du marché en oubliant que sur ces terres-là, vous avez des gens qui y sont nés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retomber sur la même chose dont on a parlé depuis le départ de cette émission, à savoir qu'il va y avoir un accaparement des terres des uns, c'est-à-dire au détriment des autres. Alors qu'il y a ce qu'on appelle chez nous le droit traditionnel, héréditaire, aussi à respecter quelque part. Le droit coutumier et foncier. Voilà, c'est la problématique. Jean-Marie Bitton, nous n'allons pas pinailler là longtemps. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que votre voisin, votre voisin que vous connaissez depuis des siècles, avec qui vous vivez, tout à fait, entre chez vous, que de voir l'étranger que vous ne connaissez pas entre chez vous? Je vous ai déjà répondu là-dessus. Voilà, je vous ai dit que nous sommes tranquilles là-dessus, mais sauf que la problématique, quand on parle de l'étranger, c'est la raison pour laquelle, attendez, Amédine, je veux préciser une chose à M. Moifo. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, nous rentrons dans une autre problématique qui est différente, parce que notre accaparement sur lequel on est parti, c'est notre bradage de nos terres par rapport aux étrangers. On a parlé de ça, mais maintenant on revient dans ce que M. Khan disait tout à l'heure, on revient quand ça se trouve, c'est-à-dire au niveau endogène entre nous, il faut se respecter aussi. Il y a le droit coutumier dont il a parlé tout à l'heure et le droit traditionnel. Donc à partir de là, moi je ne suis pas pour le marché, nous sommes des sociétés, c'est-à-dire qui vivent dans la communauté. Ce n'est pas parce que les autres nous parlent de communautarisme que nous allons rejeter ça. C'est-à-dire que l'hédonisme, c'est-à-dire l'individualisme qui a été créé, comment dirais-je, par la société capitaliste occidentale. Moi je suis, quand je découvre l'économie, c'est parce que je suis économiste, je parle de quoi? De ce que Smith a écrit. Smith, il met quoi en avant? Il met en avant l'égoïsme et l'individualisme de l'individu. Donc à partir de là, on va tirer le capitalisme. Le capitalisme d'aujourd'hui, puisque le capitalisme part de la Vénétie, quand les premiers commerçants vénitiens, ainsi de suite, et tout circule en Europe et tout ce qui s'ensuit, c'est déjà une forme de capitalisme. Mais maintenant, celle que nous avons atteint aujourd'hui, ça ne nous concerne pas les Africains, comme le disait M. Khan aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés, comment dirais, de faire de l'individualisme occidental qui ne fait pas partie de nos gènes. Nous devons rester en communauté telle que nous sommes à la base. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit là que quand moi, je me méfie toujours, quand vous avez des organisations internationales qui arrivent en Afrique, qui nous amènent des théories toutes faites. Toutes ces théories-là sont toujours à leur avantage et jamais à notre avantage des Africains. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure, le riz dont on parle là. Parce que on nous l'impose. Alors que, comme vous avez bien tenu le récit, on nous a dit que oui, c'est nous qui mangeons le riz. Et là, vous dites la réalité, mais non. Tout simplement, il faut dégager le sorgho, il faut dégager le milieu, ainsi de suite, pour laisser la place au riz. D'accord? Et quand il laisse cette place-là au riz, qu'est-ce qui se passe? Quand nous disons maintenant que nous allons faire la même chose, la Banque mondiale, le FMI arrive, ils disent non, vous voyez, on cultive déjà là-bas, en Corée et tout, au Vietnam, ainsi de suite et tout, c'est pas la peine, nous, quand on vient vous donner. Et qu'est-ce qu'ils font? L'argent qu'on vient de donner pour que les Africains nous nourrissons. On va acheter le riz, voilà, on va acheter du riz chez les autres. Vous voyez? Donc c'est nous garder dans ce sous-développement-là dont on parle depuis monsieur Moifo. Donc quand vous m'inviterez chez vous manger, pas de riz à table. Sinon je ne mange pas chez vous. Vous mettez le mil, le sorgho et tous les patates de manioc. Voilà. Sinon je ne mange pas chez vous. Le couscous mauritanien. Mauritanien, oui, c'est ça que je dois manger chez vous. Exactement. Et puis le riz qu'on nous vend en Afrique, c'est du riz qui est plein de sucre. Oui. Parce que c'est du riz qui a été stocké pendant des années. Pendant des années. Ce n'est pas le riz qui a été produit cette année qu'on nous donne. On nous donne le riz qui date de 2, 3, 4, 5 ans. Vous comprenez? Et plus il dure, plus il y a de sucre. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne des maladies. Le diabète. Ça donne le diabète. Vous comprenez? Donc tout ça, et puis c'est des brisures de riz. Ça veut dire, les 2 fois, 3 fois brisés, c'est fait pour les animaux. C'est ça qu'on envoie généralement en Afrique. Vous comprenez? Merci d'avoir contribué à faire fermer GMTV+, car je suis sûr qu'après cette émission, déjà que je suis combattu par Bolloré qui veut que j'enlève le plus, donc ça, je pense que je suis mort. Bon. Donc,
ce que je voulais dire, Pour conclure, parce que voilà, c'est que l'Afrique a d'énormes potentialités. C'est le continent le plus envié. Oui. Le plus envié. Et le continent où il y a le plus de potentialités économiques, agricoles, et de l'élevage pastoral dans le monde. Donc ça, il faudra que les Africains ouvrent les yeux, se ressaisissent et puis tiennent à leur continent. Les Africains n'ont pas besoin de voyager, n'ont pas besoin de sortir de leur continent. Tout est à leur disposition. Le ciel nous a donné tout ce qu'il fallait. Le soleil aussi est là pour aider. Vous comprenez? Donc c'est à nos dirigeants, à nos gouvernants de se ressaisir. Et puis les infrastructures dont on parle que l'Afrique manque. Les Africains et les Africaines sont là pour développer notre continent. Aucun État, aucun gouvernement, aucune institution financière ne viendra pour développer l'Afrique. Ils vont toujours vouloir enfoncer davantage l'Afrique. C'est aux Africains, aux Africaines de se ressaisir. Les Africaines surtout, il faudra leur tirer un chapeau parce que c'est des femmes. Les Africaines sont des femmes très braves. Très braves. Il faudra leur dire merci pour ce que vous faites. Les encourager à aller de l'avant parce que c'est elles qui sont le moteur maintenant de ce qui se passe en Afrique. Et donc on les remercie pour ça. On dit qu'on compte aussi sur vous pour le développement du continent. Et le continent peut se développer, doit se développer et puis doit continuer à proliférer, à davantage donner des enfants, des Africains et des Africaines, parce que nous avons besoin de 4-5 milliards d'Africains pour justement peser dans l'économie mondiale, pour peser justement dans l'économie, pas seulement l'économie mondiale, mais pour peser dans le devenir du monde. Parce que ce qui se passe à travers justement ce qu'on voit maintenant, l'intelligence artificielle et autres dont on a parlé tantôt, sont des choses que le monde regrettera plus tard. Parce que les transformations que les biologistes, les généticiens veulent faire, l'Afrique doit être en retrait, regardée avant de plonger là-dedans. Parce que c'est l'avenir du monde qui se joue ici. Et puis l'Afrique est au centre de toutes les stratégies. L'Afrique, c'est elle qui doit être le leader mondial dans la vision globale de ce que sera l'humanité demain. Ce n'est pas un hasard si tout le monde s'y presse aujourd'hui. Aller en Afrique, tout le monde veut être en Afrique. Pourtant, on dit que l'Afrique est pauvre. S'il était aussi pauvre que cela, qu'est-ce qu'on y ferait? Un petit mot de conclusion, Jean-Marie Bitton. Je vous dirais un mot de conclusion seul après, c'est-à-dire le bon exposé. L'Afrique a des avantages comparatifs et compétitifs inégalables et inégalés. Tout simplement, pourquoi? À condition qu'on ait, une volonté politique de nos dirigeants, et deux, de pouvoir faire confiance à la population africaine. Quand on nous parle même, il vient de nous parler de l'intelligence artificielle. Vous savez, si on pouvait, c'est-à-dire remonter l'histoire, malheureusement, on était sur un sujet précis. L'Afrique, quand on nous parle généralement, on nous dit que l'Occident nous amène des technologies. Alors que ces technologies-là, nous sommes capables de les produire en Afrique. Pour peu que quelqu'un qui connaît un peu d'histoire, vous verrez que, je donne ça, les sources pour nos jeunes. Archives d'Afrique, vous allez voir que tout ce qui existe aux États-Unis, 90%, 95%, ont été créés par des Noirs. Par des Noirs, en effet. On nous met dans un complexe en disant que oui, on n'a jamais rien fait. Nous ne sommes jamais sortis de l'histoire du monde et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais dans le sens d'un... Vous parlez de quelqu'un qui a dit qu'on est présent de l'histoire. Il vient d'être condamné à 3 ans de prison dans une année ferme. J'espère qu'il va y aller. C'est pas grave. Donc, voilà, nous avons un continent qui a des avantages comparatifs, compétitifs. C'est-à-dire, on peut raisonner dans tous les sens, dans le sens spirituel, matériel, tout ce que vous voulez. On retrouve toujours, la suprématie de l'Afrique. Et c'est ce qu'il nous faut retrouver. Et c'est là où je suis. D'accord. Mon collègue Kane. Merci beaucoup, Jean-Marie Bitton. Nous avons mis 5 ans pour nous rencontrer grâce à Dr Amidine Mokhtar Kane. On se rencontre aujourd'hui et je ne compte plus vous lâcher tous les deux. Si vous ne pouvez pas venir, écrivez les articles que je publie sur JMTV+. Ce serait une bonne chose. D'accord. Merci à vous, Dr Amidine Mokhtar Kane, pour votre dévouement pour le continent africain. Je sais de quoi je parle et les téléspectateurs le savent, car c'est pour la 4e fois en un an que vous venez sur ce plateau parler de l'Afrique. Donc, cet amour que vous avez pour l'Afrique, nos ancêtres vous le rendront. Voilà, merci beaucoup, Jacques Moifo. Donc, on vous encourage à aller de l'avant. Ce que vous faites, c'est de la sensibilisation et puis les Africains en ont besoin. L'information juste.
Juste, en effet. Voilà, donc on a besoin d'informations justes, d'informations qui n'est pas tronquée, qui n'est pas erronée, qui va en direction de l'Afrique pour les Africains et pour les Africaines. On vous en remercie vivement. Ça continuera comme ça. Sachez, je n'ai jamais pris un seul sou à un homme politique africain. Mais si vous voulez me donner un peu d'argent pour travailler, n'hésitez pas, faites-moi des dons sur le site, ça me permettra de produire de telles émissions, car il faut acheter caméra, il faut payer l'électricité, il faut boire de l'eau, on a besoin de sous, mais je ne prendrai pas celui que les hommes politiques africains me donnent, qu'ils donnent de l'eau à boire sur le continent à mes frères africains. Chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je vous présente une fois de plus l'album de Simon Mouabeben, que vous ne connaissez pas, c'est l'ambassadeur de la culture Bafia. Oui. En Occident. Il a fait les 5 continents, même s'il n'est pas connu au Cameroun. Et désormais, il a des Bafia blanches qui chantent avec lui. Voilà Simon Mouabeben, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes discothèques de France et de Navarre. Vous pouvez commander aussi sur Amazon. On se retrouve, chers téléspectateurs fidèles de GMTV+, sur cette même chaîne dans quelques jours, avec d'autres invités, bien entendu. D'ici là, malgré la situation très compliquée, restez optimistes et gardons la banane. À très bientôt. Bye bye.